Bon, salut tout le monde. Je vais commencer à présenter la deuxième partie de Les mots et les choses. Je vais traiter d'abord des deux chapitres qui sont très proches l'un de l'autre, les chapitres 7 et 8. Je vais présenter ces chapitres ensemble parce que Foucault ici, entre ces deux chapitres, il nous présente la modification de l'épistémée occidentale en deux phases, entre plus ou moins 1775 et 1825. Donc dans le premier chapitre, dans le chapitre 7, qui s'intitule « Les limites de la représentation », il parle de la première phase de cette modification de l'épistémée, de ce passage entre l'épistémée classique et l'épistémée moderne. Et dans le chapitre 8, qui s'intitule « Travail, vie, langage », il parle de la deuxième phase. Bon, dans la première phase, on a encore des représentations redoublées, mais avec le changement du rapport entre les éléments représentatifs. Donc on a une modification plus souple, ou moins évidente, moins forte. Et dans la deuxième phase, on a une modification plus radicale de l'épistémée occidentale, européenne, quand donnera l'empiricité avec un mode d'être non représentatif, quand l'empiricité va assumer un mode d'être non représentatif. Bon, la rupture épistémologique qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, elle se donne de la même façon que la rupture épistémologique qui se passe à la fin du XVIe siècle, donc entre l'épistémée de la ressemblance et l'épistémée de la représentation. L'archéologie qui propose Foucault, elle ne va pas se demander pourquoi se donnent ces modifications, pourquoi on a ces modifications-là, mais elle essaie d'expliquer comment ça peut se passer, enfin ça peut avoir lieu. Et Foucault, il essaie d'illustrer ces modifications à partir des trois domaines d'empiricité, qui est le domaine économique, le domaine du langage et le domaine des êtres vivants. On peut dire que ce qui caractérise le passage entre l'épistémée classique, celle du XVIIe et XVIIIe siècle, à l'épistémée moderne, à partir du XIXe siècle, c'est une différence entre un espace de l'ordre, des identités et des différences caractéristiques de l'épistémée classique, par rapport à un espace d'organisation qui va surgir à partir du XIXe siècle, ou dans ces in-between, dans ce passage entre la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle. Et cet espace d'organisation, il se caractérise par quelques éléments. D'abord, plutôt qu'une localité, une localité des choses, une localité des éléments qu'on va chercher au niveau de la représentation, dans l'espace d'organisation, on va chercher la relation fonctionnelle entre les éléments, donc non pas où les éléments se trouvent exactement dans un tableau, par exemple, dans un tableau des êtres vivants, mais quelle va être la relation fonctionnelle entre les êtres vivants. Et une deuxième chose, c'est la question du visible et du non-visible, parce qu'à l'époque classique, on donnait une importance grande au savoir visible, à la localité visible des éléments qui se trouvent dans un tableau, tandis qu'à partir de la modernité, à partir de l'épistémée moderne, on a ces relations fonctionnelles qui se donnent dans un niveau même invisible, donc dans un espace d'invisibilité. Donc on a ici un passage entre une épistémée de l'ordre
à une épistémé de l'histoire. Et on va voir pourquoi on appelle ça une épistémé de l'histoire. Bon, moi, ici, je vais donc présenter ce passage-là dans chaque domaine d'empiricité, le domaine économique des êtres vivants, le domaine du langage, et en jouant avec ces deux chapitres-là, le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8. Et je vais commencer donc avec ce domaine économique. Bon, la première phase dans le domaine économique de changement, la première phase de changement, peut être illustrée avec l'œuvre d'Adam Smith. Adam Smith qui publie son œuvre la plus fameuse, La richesse des nations, en 1776. Adam Smith, il introduit une nouvelle notion de travail, une nouvelle compréhension du concept de travail. Les classiques, ainsi qu'Adam Smith lui-même, entendaient la valeur d'échange comme mesurée par la quantité de travail. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la valeur d'échange, elle se différencie par rapport à la valeur d'usage. Celle-ci est enfin la qualité des choses, la qualité d'une chose. C'est comme par exemple l'eau qu'on peut boire à partir d'une bouteille d'eau. Enfin, la bouteille d'eau a une valeur d'usage, tandis que la valeur d'échange, c'est une abstraction de la valeur d'usage pour échanger à une autre chose différente avec une autre valeur d'usage. Et donc, les classiques ainsi qu'Adam Smith entendaient cette valeur d'usage comme mesurée par la quantité de travail. Mais si les classiques, ils renvoyaient la valeur des produits toujours aux besoins des hommes, donc par exemple la nourriture, les vêtements, etc., comme si le besoin était ce à partir de quoi on pouvait mesurer toute valeur. Donc on se rappelle ici de la première partie du livre de Foucault. On a vu comment les utilitaristes ils comprenaient la production de la valeur à partir de l'utilité des choses, donc à partir d'une utilité qui va certainement satisfaire des besoins des personnes, tandis que les physiocrates comprenaient la production de la valeur à partir de la consommation, qui va également satisfaire le besoin des gens. Mais Adam Smith, de sa part, il va séparer la raison d'échange et la mesure pour l'échange. Et la mesure pour l'échange, elle est liée aux unités de travail. Donc, la journée de subsistance, chaque heure de peine et de fatigue de l'ouvrier, c'est ça qui va mesurer la valeur des choses, qui sont ces unités de travail, plutôt que les besoins des hommes, qui sont déjà, qui sont pour les classiques déjà déposés dans les choses, qui sont visibles pour les choses, qui ne se distinguent pas de la mesure et de la raison. La raison et la mesure ne se distinguent pas à partir de cet élément des besoins. Bon, la deuxième phase, c'est avec Ricardo. Ricardo publie son livre « Des principes de l'économie politique et de l'impôt » en 1817. Et la différence entre Smith et Ricardo, la différence la plus importante, c'est que le premier, il ne fait pas encore la distinction du travail comme ce qui produit de la valeur et le travail comme ce qui mesure la valeur et sert pour autant de marchandise. C'est-à-dire que chez Adam Smith, le travail est encore maintenu dans un niveau de représentation. Les unités de travail est ce qui représente la valeur, tandis que chez Ricardo, le travail a cet aspect plus fondamental qui consiste dans la production de la valeur dans un niveau non représentatif, dans un niveau de non-visibilité.
Et le travail, il devient représentatif juste au moment de l'échange où la marchandise produite exprime cette valeur créée par le travail. Donc, Adam Smith se distingue des classiques dans la mesure où les classiques les plus traditionnels ne faisaient pas la distinction entre la raison d'échange et la mesure pour l'échange, mais Adam Smith ne faisait pas encore la distinction du travail comme ce qui produit de la valeur et ce qui mesure la valeur. Donc on a ici par rapport à ce domaine économique, quelques éléments qui caractérisent ce passage, ce changement entre les épistémés. D'abord, la relation fonctionnelle qui gagne une plus grande importance. La valeur, elle surgit dans le domaine économique à partir de la relation entre le travail et ce qu'il produit, l'ouvrier et les matières premières, plutôt qu'à partir d'un besoin déjà là, localisé, existant. Deuxièmement, on a cet élément de l'invisibilité aussi, des rapports fonctionnels même, des rapports fonctionnels entre les choses. On a la valeur produite par le travail qui apparaît seulement quand elle est mesurée dans l'acte d'échange, tandis qu'à l'âge classique, les besoins sont déjà donnés et visibles, enfin, sont déjà perceptibles. Enfin, ce sont les besoins qui produisent de la valeur, ils peuvent tout simplement être vérifiés, tandis qu'à partir de la modernité, à partir de l'épistémé moderne, c'est le travail qui produit une valeur, qui produit la valeur à partir des processus invisibles même à la connaissance. Et troisièmement, on a l'importance de l'histoire, de l'épistémé de l'histoire qui va surgir à partir de ce moment-là, parce que ce qui est important n'est pas la mesure universelle donnée dans un espace représentatif, mais les différentes manières de produire la valeur, de façon qu'à partir du 19e siècle, toutes les théories économiques vont d'abord analyser la production et non pas la circulation. Et ça, par exemple, dans le Capital de Marx, Marx va commencer, le premier livre du Capital est consacré à la production capitaliste, la deuxième partie est consacrée à la circulation capitaliste, et la troisième, il va revenir encore à la production, au thème de la production. Et puis il y a des projets que Marx fait pour analyser enfin, le moment de la consommation. Mais en tout cas, c'est la production qui gagne cette importance à partir de l'épistémé moderne. Et il ne s'agit plus de considérer une mesure universelle pour la valeur, mais d'analyser justement les différentes façons de produire de la valeur, parce que on ne peut pas dire que tous les hommes produisent de la valeur dans tout le monde de la même façon, à partir de besoins déjà existants, déjà localisés, déjà visibles, mais qu'à partir de différentes manières de produire, on va avoir enfin, plus ou moins de valeur dans les choses, etc., etc. Bon, ici, je veux introduire une certaine polémique du livre. Ce livre de Foucault, qui a été considéré par Sartre comme, je cite, le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx, fin de citation. Et on doit se demander pourquoi Sartre dit une telle chose du livre de Foucault. Et la réponse la plus simple, c'est que
Marx et Ricardo, ces deux penseurs, ces deux économistes qui généralement se situaient à des différents pôles parce que l'un est le penseur révolutionnaire et l'autre c'est le penseur libéral. Foucault, dans un niveau archéologique, il situe les deux dans un même niveau archéologique, dans une même épistémée. Et c'est pour ça que il y a comme une interprétation un peu grossière, selon Sartre, par rapport à Marx, de Foucault. Foucault comme quelqu'un c'est comme si Foucault faisait la même chose que Ricardo. Mais bien sûr, il y a des différences, mais selon Foucault, il se situe dans une même épistémée. Bon, si à l'âge classique, on avait une économie plus mobile, car les choses pouvaient se déplacer constamment à l'intérieur d'un même cadre représentatif, s'ordonnant de différentes manières, dans le 19e siècle, avec le temps cumulatif de la population et de la production, on a d'une façon presque inévitable, dit Foucault, l'appauvrissement de l'histoire, son inertie progressive, sa pétrification et bientôt son immobilité rocheuse. Donc on a d'une part, au moment classique, un mouvement de déplacement représentatif qui peut être illustré par le naturalisme économique parce que, enfin, dans cette économie classique, l'économie, elle fonctionne naturellement. Il y a un fonctionnement naturel pour ces penseurs physiocrates et libéraux du XVIIIe siècle. Et Foucault, d'ailleurs, il parle sur cela dans son cours de 1979, Naissance de la biopolitique, où il fait une analyse de ce que c'est que le libéralisme et ce que c'est que le néolibéralisme qui va surgir dans le XXe siècle. Donc, à l'époque classique, on a ce mouvement de déplacement représentatif des choses dans ce niveau économique, tandis qu'à partir du XIXe siècle, à partir de l'épistémée moderne, on a un mouvement tendanciel et des changements de l'histoire et qui peut être illustré par la loi de la baisse tendancielle du taux de profit chez Marx, qui est présenté déjà dans le premier livre du Capital, mais d'une manière plus profonde dans le troisième livre. Et à partir de ce thème-là, du mouvement tendanciel et du changement de l'histoire, on voit apparaître aussi le thème de la finitude de l'histoire, lié à celui de la finitude de l'homme. L'homme qui a ses nécessités immédiates, sa vie et sa mort, ses besoins et la rareté des ressources, etc. On voit ici également un rapport qu'on peut établir entre l'histoire et l'anthropologie, une relation sur laquelle je vais parler tout à l'heure. Bon, cette tendance à l'immobilisation de l'histoire, elle va être conçue de deux manières dans cette épistémée moderne. D'une part, on a l'histoire qui avance dans la direction d'une chose qui existe depuis le début, et ça c'est la position de Ricardo, c'est le plus pessimiste. Selon Ricardo, on arrive à un point où le travail n'est plus suffisant pour produire des marchandises nécessaires pour la survivance de l'homme. Donc on a forcément une stabilisation démographique et un excédent populationnel qui périt. Donc les gens travaillent et on arrive à un point où le produit du travail n'est plus suffisant pour satisfaire les nécessités des gens. Donc c'est cette population qui ne peut pas être satisfaite par les produits du travail vont périr tout simplement. C'est la finitude de l'homme présentée dans sa pureté et d'une manière incontournable.
chez Ricardo. Et d'autre part, une autre manière de concevoir ce thème de l'immobilisation de l'histoire, c'est l'histoire comme quelque chose qui a un mouvement de retour consistant à supprimer en elle ce qui existe en elle depuis le début. Et là, on a la position de Marx qui est le plus optimiste. On arrive à un moment, selon Marx, vous pouvez trouver ça dans le chapitre 24 du Capital, sur l'accumulation primitive, on arrive à un moment où les grandes pressions, les nécessités croissantes, l'exploitation par la plus-value et enfin la compréhension même, non plus aliénée de la finitude de l'histoire, nous conduisent au renversement de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent. La finitude de l'homme n'est pas niée, mais c'est tout simplement l'aliénation par rapport à cette finitude qui nous conduit à la rareté, à la famine, à l'exploitation. Ces deux types d'analyses-là sont des analyses différentes, donc, de concevoir cette mobilisation de l'histoire, mais selon Foucault, ce sont des différences qui se donnent dans un niveau doxologique. Et j'ai parlé sur cette distinction que Foucault fait entre l'archéologie et la doxologie dans la première partie du livre. La doxologie est ce niveau des opinions, c'est le niveau de surface. Mais Marx et Ricardo, bien qu'ils ont ces différences-là, ils sont situés dans une même épistémé, ainsi que les autres penseurs d'autres domaines empiriques, comme la biologie, la différence entre les positions théoriques des biologues ou des philologues aussi. Ici, je veux lire une citation de Foucault qui exprime cette idée-là de la situation du marxisme, de la pensée marxiste à partir du 19e siècle par rapport à ce qu'on appelle l'économie bourgeoise. Le marxisme, dit Foucault, est dans la pensée du 19e siècle comme poisson dans l'eau. C'est-à-dire que partout ailleurs, il cesse de respirer. S'il s'oppose aux théories bourgeoises de l'économie et si dans cette opposition il projette contre elles un retournement radical dans l'histoire, ce conflit et ce projet ont pour condition de possibilité non pas la reprise en main de toute l'histoire, mais un événement que toute l'archéologie peut situer avec précision et qui a prescrit simultanément sur le même mode l'économie bourgeoise et l'économie révolutionnaire du 19e siècle. Leurs débats ont beau émouvoir quelques vagues et dessiner des rides à la surface, ce ne sont des tempêtes qu'au bassin des enfants. Ça, vous pouvez trouver dans la page 274. Bon, Foucault, donc, il fait une critique, d'une certaine façon, à la pensée marxiste qui se trouve comme complètement originelle par rapport à l'économie bourgeoise. Mais pour ne pas penser que Foucault est un penseur conservateur ou libéral, je peux citer quelques activités de la vie de Foucault qui nous donnent un exemple contraire. C'est que Foucault, il a même participé du Parti communiste français dans les années 50, au début des années 50, il avait des rapports avec Althusser et les marxistes à l'époque. Foucault considérait Marx comme Newton. C'est un entretien de 1977 où il dit que Marx est comme Einstein, Marx est comme Newton, parce que vous pouvez utiliser les formules de Marx sans besoin de citer Marx, parce que c'est évident que c'est lui, ce sont ces formules-là, et tout le monde devait connaître ces formules-là historiques. Il dit même qu'un historien
et un marxiste, c'est la même chose, c'est presque la même chose. Un historien marxiste est comme un pléonasme. Et troisièmement aussi, je dois citer les manifestations avec Sartre aussi, et d'autres intellectuels marxistes comme Deleuze, Guattari, etc., surtout dans les années 70. Donc Foucault, il aimait beaucoup lire Marx, il a utilisé beaucoup l'œuvre de Marx pour ses travaux, et il a eu des rapports d'amitié, de proximité avec des marxistes, mais quand même, il n'est pas un marxiste dogmatique, il n'est pas un lecteur dogmatique de Marx. Il a fait beaucoup de critiques par rapport au marxisme et à Marx lui aussi. Bon, je commence, je vais rentrer maintenant dans le thème du domaine du vivant, du changement épistémologique dans ce domaine du vivant. Dans la première phase, on a Lamarck comme un exemple de penseur qui représente cette phase du changement. Lamarck est celui qui introduit une manière de classifier en tenant compte d'une dimension profonde des êtres vivants, ces fonctions non visibles qui configurent les vivants et définissent leur caractère. Mais il reste quand même classique dans la mesure où il accepte une continuité taxonomique des êtres dans un cadre représentatif selon une gradation progressive du Foucault, un perfectionnement non interrompu, une grande nappe incessante des êtres qui pourraient se former les uns à partir des autres. Donc, Lamarck, il maintient encore un cadre où les êtres en général, les êtres vivants et non vivants, les êtres connus et non connus, trouvent son lieu bien défini. La deuxième phase de cette modification dans le domaine des êtres vivants, elle est marquée par la radicalisation des modifications apportées par la première phase, mais sans aucune intention de maintenir une taxonomie. Cuvier est celui qui non seulement tient compte des fonctionnements invisibles pour la classification des vivants, mais aussi établit une discontinuité fondamentale entre l'organique et l'inorganique, entre le vivant et le non-vivant. Et ça à partir des conditions d'existence des êtres vivants. Donc, on va voir comment la vie même est quelque chose qui va gagner plus d'importance à partir de ce moment-là, parce qu'on a vu auparavant que à l'époque classique, on avait cette nappe, comme Foucault dit, représentative, cette nappe des êtres qui comprenait les minéraux, les végétaux, les animaux, ces trois grandes distinctions. Mais à partir de Cuvier, surtout, on a une distinction plus ferme entre l'organique et le non-organique, entre la vie et la non-vie. Et surtout, à partir de cette idée des conditions d'existence pour la vie. Bon, bien que Lamarck a une pensée transformiste, c'est-à-dire une pensée qui conçoit la transformation des êtres vivants, ce n'est pas encore un évolutionnisme exactement, mais enfin c'est une pensée transformiste des espèces. Et Cuvier, une philosophie liée au fixisme des espèces. La contribution de Cuvier est, selon Foucault, plus importante que celle de Lamarck pour l'épistémie moderne, dans la mesure où il pense la finitude du vivant à partir de ses conditions de vie intérieures et extérieures, intérieures à l'être vivant et extérieures à lui, à son organisme. Et Cuvier donne les conditions pour penser
en termes d'évolution, pour cette pensée évolutionniste qui va surgir de manière plus, disons, plus évidente chez Darwin, mais juste seulement dans la moitié du 19e siècle. Tandis que Lamarck, bien qu'il soutienne quelques considérations sur les rapports à l'extériorité, comme on voit dans l'exemple de la girafe, qui est bien connu, Lamarck, il ne fait pas encore le partage approprié entre les vivants et les non-vivants en termes de discontinuité, parce qu'il ne donne pas la même importance des conditions telles que Cuvier, enfin ces conditions d'existence pour la vie. On doit retenir ici trois choses importantes sur ces nouvelles caractéristiques qui apparaissent dans le domaine des êtres vivants. D'abord, on va voir des fonctions organisées hiérarchiquement. Les caractères, sur lesquels j'ai déjà parlé dans la première partie, sur le chapitre 100 du livre, les caractères, ils seront différemment importants selon ses fonctions pour la vie, en étant existante dans des familles entières, des êtres vivants, et non pas selon sa visibilité. Donc la définition même des caractères, elle ne se donne pas en vertu de la simple visibilité, mais par des fonctions importantes pour la vie. Par exemple, les fonctions alimentaires, les fonctions nerveuses, de locomotion, fonctions digestives, etc. Donc, premièrement, cette question des fonctions qui sont très importantes et qui sont importantes pour la vie. C'est une condition d'existence pour la vie, donnée dans un niveau d'invisibilité. Deuxièmement, c'est la notion même de vie qui va avoir une importance plus grande à partir du 19e siècle. Elle devient indispensable pour expliquer les fonctions et la profondeur des processus corporels entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Et on a ici à nouveau le thème de la finitude, car la vie a ses conditions et la vie est menacée toujours par la mort. J'ai déjà parlé sur le débat entre Foucault et Chomsky en 1971, dans lequel Foucault fait cette distinction-là entre l'indicateur épistémologique et le concept scientifique. Je peux répéter cette distinction. L'indicateur épistémologique serait ceux qui indiquent seulement un niveau, un champ épistémologique, un domaine de savoir qui se distingue d'autres domaines de savoir, et la notion de vie et la notion des natures humaines seraient des indicateurs épistémologiques, tandis que le concept scientifique a une fonction classificatoire, de distinction, de différenciation, de mise en série des éléments. Bon, la troisième chose à retenir, c'est que Cuvier, il se présente ici d'une façon très analogue, avec un statut analogue à celui de Ricardo, et Darwin avec un statut analogue à celui de Marx dans la description de Foucault. Et on peut bien se demander pourquoi Foucault choisit Cuvier plutôt que Darwin pour parler de la biologie, enfin du domaine des êtres vivants à partir de la modernité. Et on a ici deux réponses possibles, je crois. Au moins deux réponses possibles. D'abord, pour faire peut-être une polémique avec les marxistes. Donc on sait que Marx aimait beaucoup Darwin. Il a même eu l'intention de consacrer le Capital à Darwin. Il a envoyé une copie du Capital à Darwin. Darwin a répondu en disant « Merci beaucoup, monsieur Marx ». Mais on ne sait pas si Darwin a lu le Capital. Et donc, pour faire une polémique avec les marxistes, Foucault
peut dire que Cuvier était plus important pour l'épistémie moderne. Mais il y a une deuxième réponse possible, je crois que c'est la plus probable, c'est que Darwin est situé, Darwin est situé dans la moitié, l'œuvre de Darwin est située à la moitié du 19e siècle, donc l'origine des espèces est publiée en 1859, tandis que ces premières modifications de l'épistémie moderne et plus spécifiquement dans le domaine du vivant, par Cuvier, est faite entre la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc Cuvier, il vient avant Darwin pour faire cette ouverture à l'épistémie moderne. Bon, je passe tout de suite au domaine du langage. Foucault dit que dans ce domaine-là, on a un changement plus lent parce que le langage était à l'âge classique immédiatement une analyse de la représentation. Donc, il fallait un changement plus profond dans l'épistémé pour qu'il soit possible un changement dans ce domaine-là du langage. La première phase de ces modifications se donne à la fin du XVIIIe siècle. À ce moment-là, les mots sont encore analysés par ces valeurs représentatives, c'est-à-dire par ces significations et proximités sémantiques originaires, par l'écrit archaïque de ces sonorités, etc., comme on a vu dans le chapitre 4. Mais le mot aussi, il commence à être analysé à travers une sorte de comparaison horizontale par les ressemblances entre les langues elles-mêmes, dans ses formes propres, ses fonctions grammaticales, ses sonorités, ses flexions, etc. Donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, les flexions des mots gagnent une nouvelle importance dans le domaine du langage, tel que le travail dans le domaine économique, tel que l'organisation dans le domaine des êtres vivants. Si à l'époque classique, les mots étaient considérés juste comme des représentations annexes, comme des modes de liaison entre les représentations, donc l'importance primaire était celle de la représentation, et les flexions des mots étaient subordonnées à cette représentation, étaient à la fin, en dernière instance, des choses représentatives, de représentation annexe ou mode de liaison de la représentation. Donc, par exemple, il s'agissait de savoir comment une syllabe quelconque pourrait être renvoyée en sens premier, c'est-à-dire une représentation première contenue dans cette syllabe. Tandis qu'à la fin du XVIIIe siècle, les flexions vont établir tout simplement une forme de comparaison entre les mots et les langues à travers les modifications du radical et des fonctions grammaticales. Donc, par exemple, Gaston Leroy-Coeurdou, ce philologue-là, il fera la comparaison entre les différentes formes du verbe être dans le sanskrit et dans le latin. Dans le sanskrit, on a la conjugaison suivante du verbe être. Asmi, asi, asti, smas, sta, santi. Et on a la même série par analogie flexionnelle, par comparaison que Coeurdou il va faire. On a la même série dans le latin. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. Donc, cette comparaison faite par Coeurdou, elle se situe encore dans le domaine de la grammaire générale, dans la mesure où il affirme ce parallélisme comme les restes d'une langue primitive et d'un rapport plus primitif avec la représentation. Mais l'important, c'est que le mode de comparaison, c'est le mode même de comparaison qui souligne les modifications formelles de la langue et non pas le lien absolu avec la représentation. Donc,
ce lien qui est illustré dans le rapport entre syllabe primitive et sens premier. Et ça pour la première phase. La deuxième phase, comme j'ai dit tout à l'heure, le changement même est plus lent. Et cette deuxième phase se donne tout au long du XIXe siècle. Et à ce moment-là, les mots ne sont plus analysés par rapport à la représentation, mais dans une relation fonctionnelle intérieure et extérieure. Par rapport aux relations intérieures, on a une théorie nouvelle de radical. Si à l'âge classique, on cherchait le contact entre des constantes alphabétiques et de constantes significatives, entre un son et sa représentation, dans le XIXe siècle, les éléments de la langue seront définis d'une façon tout à fait intérieure, sans rémission à une langue primitive peuplée des premiers cris de la nature, comme dit Foucault dans la page 301. L'étymologie elle-même, elle sera une méthode avec laquelle on pourra trouver d'une manière certaine et limitée le radical d'un mot, cet élément fonctionnel-là, à partir duquel il a été formé. Par rapport aux relations extérieures, on va avoir une nouvelle définition des systèmes de parenté entre les langues. Il n'y avait pas de comparaison entre les langues à l'âge classique, dit Foucault, parce que toute approximation était faite soit verticalement, à travers le lot des racines les plus primitives, soit horizontalement, à travers le champ universel et analysable de la représentation. En tout cas, il y avait toujours, à l'époque classique, un troisième terme extérieur à la relation entre les langues, c'était la représentation elle-même qui était ce terme, ce troisième terme, qui enfin produisait cette triangulation de la relation linguistique au niveau de la représentation. Et ici, je me permets de faire une approximation entre cette analyse de Foucault et celle de Deleuze-Guattari dans la Tuedipe, parce que c'est la même chose qui se passe avec l'Oedipe dans la psychanalyse. Deleuze-Guattari nous montre que ce complexe d'Oedipe duquel les psychanalystes ont tant de fierté n'est qu'une limitation de la production désirante. Une manière de trianguler le désir au profit d'une structure représentative, familialiste et capitaliste. C'est une structure représentative dans la mesure où elle ignore le processus de production désirante, d'une certaine façon. Elle est familialiste dans la mesure où ce sont des figures parentales qui assument une importance centrale pour le complexe d'Oedipe. Et aussi, c'est une structure capitaliste dans la mesure où le rapport entre les psychanalystes et le patient devient un rapport de dédipianisation constante à l'infini, accompagné d'un contrat qui établit l'échange entre flux de paroles et flux d'argent. C'est une relation qu'on peut faire ici entre Foucault et Deleuze-Guattari. Deleuze-Guattari se sert de Les mots et les choses pour écrire ce livre en 1972, et Foucault, il aime ce livre, il parle très bien de ce livre-là. Bien que Foucault lui-même, il va parler de la psychanalyse d'une manière un peu différente, comme on va voir tout à l'heure dans ce livre-là, dans Les mots et les choses. Bon, avec Bopp et Grimm, ces philologues du XIXe siècle, il devient possible de faire une comparaison directe et latérale des deux ou plusieurs langues. Il devient possible l'étude dans chacune des langues, l'étude des modifications radicales, du système de flexion, la série de désinences, sans référence à un champ universel de représentation, ni à aucune, ni à une racine primitive. Bon, de là, on peut dégager deux conclusions.
D'abord, la première conclusion, c'est que on a, une conclusion par rapport à ces trois domaines, à ce changement épistémologique qui se donne dans les trois domaines d'empiricité. D'abord, c'est qu'on a un événement commun aux plusieurs domaines du savoir, et cet événement commun, c'est le passage entre une totalité représentative et des éléments fonctionnels qui dépassent ces limites de la représentation. Donc, dans le domaine économique, on a d'une part le besoin, les désirs représentés, et d'autre part le travail comme ce qui produit effectivement de la valeur. Dans le domaine des êtres vivants, on a à l'époque classique les dispositions visibles des choses dans un tableau, et on passe à une compréhension de l'organisation interne de l'être vivant, des fonctions internes qui sont essentielles pour maintenir la vie, les conditions intérieures et extérieures à la vie. Donc une organisation pour caractériser même l'être vivant. Et troisièmement, dans le domaine du langage, on a à l'époque classique une représentation linguistique, et on passe à un système flexionnel, un système qui va caractériser une langue. Et une deuxième conclusion, c'est que on va voir la rupture de la mathésis universelle comme ce qui réunit toute la connaissance de l'époque classique. Par exemple, dans la tentative de produire une langue universelle qui va comprendre toutes choses, absolument, une langue plus parfaite et universelle. Avec Kant, deux possibilités sont ouvertes à la fin du XVIIIe siècle. D'abord, la possibilité d'une philosophie qui pose le problème des rapports entre le champ formel et le champ transcendantal, en négligeant la validité de l'empirique pour le savoir. Et là, c'est le cheminement que Fichte va suivre. Deuxièmement, on a la possibilité d'une philosophie qui pose le problème des rapports entre le domaine de l'empiricité et le domaine transcendantal de la connaissance, en laissant de côté ces analyses formalistes pour sa faute d'importance à la compréhension du champ qui fonde l'expérience et aussi les formes pures de la pensée. Et là, ce cheminement-là du rapport entre l'empiricité et le transcendantal, le domaine transcendantal est une voie suivie par Hegel. Et la phénoménologie de Husserl, de Foucault, sera la tentative d'unifier toutes ces choses, d'abord en renvoyant les droits de la logique formelle à la réflexion transcendantale, et d'autre part en liant la subjectivité transcendantale aux contenus empiriques. Et cela nous conduit d'une manière inévitable, selon Foucault, à une anthropologie qui va définir les limites de la connaissance, qui va soutenir encore une fois cette figure de l'homme comme foyer de la connaissance. Bon, c'est ça pour ces deux chapitres-là, les chapitres 7 et 8, ce passage général entre l'épistémé classique et l'épistémé moderne, à partir de l'exemple des champs d'empiricité, le passage entre l'histoire naturelle à la biologie, l'analyse des richesses à l'économie politique et la grammaire générale à la philologie. Et maintenant, je vais présenter le chapitre 9 qui s'intitule « L'homme et ses doubles ». Bon, le thème de ce chapitre est le thème de l'homme et ses doubles, mais aussi c'est un chapitre qui présente la thèse de Foucault, bien polémique, sur la mort de l'homme.
Et ce sont deux thèmes certainement liés. L'homme et ses doubles, l'homme et sa mort, ou la mort de l'homme. Bon, pour introduire ce chapitre, on peut parler sur la distinction que Foucault nous présente entre le cogito cartésien de l'époque classique et le cogito moderne. Le cogito cartésien, il se réfère à une pensée qui comprend tout ce qui peut être pensé. Donc les erreurs, les illusions, la folie, etc. sont expliquées dans le cadre même de la pensée. Le fou est celui qui est incapable de douter, comme montre Foucault dans le 2e chapitre de l'histoire de la folie, où il avance ses critiques contre Descartes. Le fou est conçu comme celui qui est incapable de douter, il est plongé dans l'erreur, mais sa folie est bien encadrée par la pensée, plutôt qu'un voyer en domaine de l'impensé, comme sera à partir de la modernité. Et le cogito moderne, il se réfère à une pensée qui doit se lier à ce qui ne peut pas être pensé. Si chez Descartes, l'être et la pensée sont dans un même niveau, celui de la représentation, dorénavant, je peux dire que ma pensée, elle glisse dans un langage qui me constitue et qui est antérieur à moi, parce que je parle une langue qui me définit, mais n'était pas créée par moi. Au niveau économique, mon être s'exprime dans le travail qui m'échappe quand je le termine et quand je n'en ai même pas commencé, parce que c'est un travail toujours aliéné à la fin, dont les conditions depuis le début me sont étrangères. Et au niveau des êtres vivants, j'existe dans cette vie qui m'enveloppe, une vie que j'essaim au fond de moi, mais qui me conduit nécessairement à la mort. Donc maintenant, je peux me demander, est-ce que je suis cette vie? Est-ce que je suis ce travail, ce langage qui traverse ma pensée, qui me constitue, mais qui est antérieur à moi, je ne suis pas le créateur de cette vie, de ce travail, de ce langage. Ce sont des choses qui me constituent, mais qui m'échappent d'une certaine façon. Bien sûr que non, je ne suis pas ces choses-là en elles-mêmes, parce que la pensée elle-même trouve ses limites représentatives et l'homme, sa finitude en tant qu'être parlant, travaillant et vivant. L'homme est ce lieu où on trouve la pensée et l'impensé. C'est le lieu d'une méconnaissance essentielle qui le définit et le surpasse nécessairement. Foucault dégage de là deux conséquences. La première est de caractère historique et négative. C'est que la phénoménologie, elle n'était pas la simple jonction du cogito cartésien avec le transcendantal kantien, de manière à conduire plus loin la ratio occidentale, de radicaliser la philosophie pure et de fonder la possibilité de sa propre histoire. Non, la phénoménologie, dit Foucault, elle était la constatation d'une rupture épistémique opérée entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui a rendu possible une telle jonction entre le cogito cartésien et le transcendantal kantien. C'est-à-dire que cette jonction, elle est devenue possible lorsque l'analyse transcendantale kantienne, qui fonde une science de la nature, elle a donné lieu au transcendantal moderne, qui fonde une pensée de l'homme sur lui-même. Et lorsque le cogito cartésien, qui s'affirme partout, donne lieu au cogito moderne, ce cogito moderne qui échappe à soi-même et conduit à l'impensé. En ce sens, la phénoménologie n'a pas pu se libérer des analyses empiriques de l'homme, dans son analyse de vécu, et elle a eu besoin de se lier à une ontologie de l'impensé qui supprime la primauté du cogito cartésien. Et la deuxième
conséquence qui est de caractère positif, c'est le fait que l'impensée n'est pas un produit de l'homme, elle ne dérive pas de l'homme, de sa finitude ou de son aspect privilégié dans la pensée moderne. L'homme, il est donc un dérivé de l'homme. L'impensé n'est pas un dérivé de l'homme, mais, dit Foucault, il est comme un frère jumeau de l'homme. Ils sont nés en même temps. L'impensé est ce qui définit chez l'homme une dualité inéchappable. Dans ce sens, dit Foucault, l'homme a été l'Ansicht en face du Für sich, dans la phénoménologie hegelienne, l'en-soi par rapport au pour-soi. Il a été l'homme bewusst, l'inconscient, pour Schopenhauer. Il a été l'homme aliéné pour Marx. Et dans les analyses de Husserl, l'implicite, l'inactuel, le sédimenté, le non effectué. Ça, Foucault dit dans la page 338. Donc, la pensée moderne a essayé une approximation de l'homme par rapport à sa vérité non pensée. La pensée moderne a été traversée, et ça encore aujourd'hui, par la loi de penser l'impensé, dit Foucault. Et c'est ce qui va nous conduire certainement à la psychanalyse, qui va penser l'inconscient, qui va penser l'impensé, justement. Bon, je passe maintenant au thème de la mort de l'homme, qui est présent aussi dans ce chapitre 9, les mots et les choses. C'est un thème bien polémique parce que Foucault, il dit que l'homme, il n'existait pas avant le 19e siècle. Et tout le monde s'étonne avec cette affirmation que l'homme n'existait pas avant le 19e siècle. Et on doit certainement comprendre pourquoi Foucault dit une telle chose. D'abord, pourquoi l'homme n'existait pas avant le 19e siècle. Foucault dit qu'il n'y avait pas une conscience épistémologique sur l'homme avant le 19e siècle, une conscience épistémologique de l'homme lui-même avant cette époque-là. Ce qui existait était son imagination, sa mémoire, son entendement, ses désirs, etc. Le problème de la philosophie depuis l'âge chrétien était le problème de l'infini, dit Foucault dans un entretien de la même époque de l'écriture de Les mots et les choses avec Badiou. Le problème de la philosophie, donc, avant le 19e, c'était le problème de l'infini, c'est-à-dire de savoir comment un être fini peut, d'une part, avoir une connaissance vraie, c'est-à-dire une connaissance de l'infini, et d'autre part, comment un être fini pouvait être renvoyé à sa propre finitude par des thèmes comme l'erreur, les rêves, les illusions, l'imagination, etc., qui étaient des choses, en dernière instance, qui pouvaient affirmer et échapper à la finitude. Bon, une deuxième chose qu'on peut se demander pour comprendre cette question de la mort de l'homme, c'est qu'est-ce que signifiait la nature humaine avant le 19e siècle, parce qu'on trouve des traités avec cette expression-là, traités sur la nature humaine, essais sur la nature humaine, etc. Foucault dit que la nature humaine, elle n'était pas une région spécifique pour constituer une science de l'homme avant le 19e siècle. Nature et nature humaine étaient liées par la représentation. Ces notions-là de nature et nature humaine étaient subordonnées à la représentation comme ceux qui donnaient les conditions même pour produire la connaissance. La nature était le lieu de ressemblance confuse et désordonnée, tandis que la nature humaine était ce qui permettait, à travers l'imagination, l'apparition d'un ordre représentatif au-dessus de ressemblances confuses. Donc, la représentation était ce que faisait la liaison entre cette nature-là, ce lieu confus de ressemblance désordonnée, et la nature humaine à travers laquelle on pouvait organiser, disons, ces ressemblances
confuse et désordonnée dans la nature. La nature humaine était ce qui permettait l'apparition de cet ordre représentatif au-dessus des circonstances confuses données par la nature. En tout cas, la nature humaine était quelque chose de secondaire par rapport au savoir, par rapport au savoir représentatif. Une troisième question qu'on peut soulever ici, c'est une question sur le rôle de Kant. Quel était le rôle de Kant dans tout cela? Parce que Foucault dit de manière constante que Kant, c'est le premier qui a ouvert un champ anthropologique, qui a posé la question de l'homme, et ça dans la mesure où il pose pour la première fois la question de la philosophie comme celle de la finitude. Kant, dans sa logique, il pose trois questions qui définissent le domaine de la philosophie. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et ces trois questions, selon Kant, ils sont renvoyés à une quatrième qui est Was ist der Mensch? Qu'est-ce que l'homme? La question de l'homme comme la question qui résume le domaine de la philosophie, la question anthropologique et générale de la philosophie. Donc la philosophie, elle ne va plus être renvoyée à l'infini, la question de la philosophie ne va plus être celle de l'infini, mais celle de l'homme, celle de la finitude même. Et cette question-là, selon Foucault, elle va créer un pli dans l'homme et dans la pensée moderne. Kant, il voulait faire une distinction, dit Foucault, entre l'empirique et le transcendantal pour éviter l'illusion transcendantale. C'est-à-dire, l'illusion transcendantale est ce mouvement-là de la raison qui va au-delà des limites de l'expérience possible. Ce mouvement qui permet, d'une certaine façon, qui crée une unité logico-ontologique du sujet, telle comme on peut trouver chez Descartes, parce que Descartes, c'est celui qui affirme en même temps une unité logique de sa subjectivité et l'existence de cette subjectivité. Enfin, il fait l'union entre le logique et l'ontologique. Donc, quand il voulait faire cette distinction entre l'empirique et le transcendantal pour éviter cette illusion transcendantale, et aussi pour sortir de son sommeil dogmatique qui était l'affirmation d'une réalité objective et substantielle à partir de la pensée pure, une chose qui est aussi illustrée par la philosophie de Descartes. Bon, on va sortir d'un sommeil dogmatique, dit Foucault, pour entrer dans un sommeil anthropologique. C'est-à-dire qu'on va avoir une limitation de la connaissance et de la pensée, de la réflexion philosophique à partir de cette figure de l'homme. L'homme, dans la mesure où il est situé comme le foyer de la connaissance, comme ce qui permet la connaissance, conditionne la possibilité de la connaissance, on va limiter même la connaissance et la réflexion philosophique. On va se limiter à un sommeil anthropologique. On va sortir de ce sommeil dogmatique ancien pour entrer dans un sommeil anthropologique. Et ça, ce sommeil anthropologique, il va être caractéristique de l'analytique de la finitude, qui n'est pas Kant, parce que Kant faisait la distinction entre l'empirique et le transcendantal. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'analytique de la finitude? Bon,
l'analytique de la finitude, elle comprend l'homme comme un être fini pour lui-même et non pas par rapport à l'infini. L'homme est conçu comme un doublé empirico-transcendantal. Donc la première caractéristique de l'analytique de la finitude est cette répétition du positif dans le fondamental, de l'empirique dans le transcendantal. Par exemple, dans le domaine de la vie, le positif, c'est la mort qui ronge l'existence quotidienne, et le fondamental, c'est cette même mort qui est condition de ma vie empirique. Donc ce sont deux choses qui sont mélangées, l'empirique et le transcendantal, ce qui est donné quotidiennement, donné par l'expérience, mais aussi ce qui est dans le fondement même de mon expérience. L'homme comme doublé est une distorsion, dit Foucault, de l'illusion transcendantale de Kant. L'illusion transcendantale, je dis à nouveau, c'est ce mouvement naturel de la raison au-delà des limites de la connaissance. Il s'agit là d'une finitude qui est comprise en termes strictement épistémologiques, tandis que dans l'analytique de la finitude, cette naturalité, cette finitude de la raison, elle va être comprise comme une naturalité, une finitude de l'homme lui-même. Donc, l'illusion transcendantale se réfère à ces mouvements naturels de la raison d'aller au-delà de la connaissance, et cette naturalité de la raison va être comprise comme, par l'analytique de la finitude comme une naturalité, une finitude de l'homme lui-même, comme être travaillant, parlant et vivant. Bon, enfin, pour faire la conclusion de ce thème-là de la mort de l'homme, on doit se demander qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette figure de l'homme, à cette situation de la connaissance, à l'analytique de la finitude. Foucault dit qu'on doit s'opposer, faire opposition à l'analytique de la finitude, parce qu'elle soutient un être de l'homme, enfin une essence, une nature humaine, de certaine façon, et ce qui est déjà problématique pour soi. Et deuxièmement, elle soutient une confusion entre l'empirique et le transcendantal. Et comme conséquence à cela, à cette confusion entre l'empirique et le transcendantal, à cette affirmation d'un être de l'homme, on a la limitation de la connaissance et de la réflexion philosophique. Bon, Foucault dit encore, dans un passage de Les mots et les choses, que la figure, chapitre 9, que la figure de l'homme, elle marque tout simplement le début de la modernité, et non pas la modernité en général. La modernité, elle serait mieux caractérisée, selon Foucault, par la finitude. La finitude comme ce qui a une importance plus grande pour définir, pour caractériser l'épistémé moderne. Et bon, la mort des dieux, qui est aussi un effet, qui est aussi un symptôme, disons, pour utiliser en langage nietzschéen, la mort des dieux qui est un symptôme de cette finitude, elle va conduire nécessairement à la mort de celui qui a assassiné Dieu, qui est l'homme lui-même. Avec une finitude qui ne va plus limiter notre pensée. Bon, je passe tout de suite au dernier chapitre, chapitre 10, qui s'appelle les sciences humaines. Bon, ce chapitre-là, il a trois thèmes principaux. On doit se rappeler que le sous-titre de ce livre de Foucault est « Une archéologie des sciences humaines ». Donc, tout le projet de Foucault dans ce livre
est comme tournée vers cette explication du surgissement des sciences humaines d'un point de vue archéologique. Donc, dans ce chapitre-là, Foucault va parler plus dans les détails sur le statut des sciences humaines. Une deuxième chose, un deuxième thème, c'est l'importance de l'histoire, assumée à partir de cette nouvelle épistémée. Et troisièmement, les contre-sciences, le rôle des contre-sciences du Foucault, c'est l'expression qu'il utilise pour caractériser la psychanalyse, l'ethnologie et la linguistique. Bon, d'abord, sur le statut des sciences humaines, les sciences humaines du Foucault, elles ne sont pas nées comme l'effet d'un progrès des savoirs classiques. Donc, comme j'ai dit déjà dans une autre vidéo, il ne s'agit pas d'une progression téléologique, d'une analyse continuiste des savoirs qui existaient au XVIIIe siècle et qui vont tout simplement se développer, vont progresser vers le XIXe siècle. Les sciences humaines, elles sont nées avec, elles sont nées dans un contexte tout à fait nouveau, épistémologique tout à fait nouveau. Elles sont nées avec l'apparition de l'homme, à la fois comme sujet et comme objet du savoir. Cet homme-là qui, enfin, acquiert au début de la modernité, comme dit tout à l'heure, acquiert une importance pour produire même la connaissance comme condition même de la connaissance. Il y avait une unité plus grande du savoir à l'âge classique, donnée par la mathésis universelle, mais dans la modernité, le champ du savoir, il va se morceler et on va y trouver trois grandes dimensions. Premièrement, les dimensions des mathématiques et de la physique, à partir avec ses déductions, avec ses enchaînements de propositions, tout ça. Deuxièmement, la deuxième grande dimension de ce nouveau champ de savoir est la dimension des sciences empiriques, donc la biologie, la philologie avec la linguistique, l'économie politique. Et troisièmement, on a la dimension de la réflexion philosophique qui est représentée par l'analytique de la finitude, qui va se servir de ces deux autres dimensions pour se constituer. Bon, selon Foucault, les sciences humaines, elles vont apparaître comme dans l'interstice de ces trois dimensions-là, comme une menace de rigueur à ces dimensions aussi, à cause de l'extériorité même à laquelle conduisent les sciences humaines. Donc, par rapport à la biologie, dans le domaine des sciences humaines, on va avoir une psychologie. Par rapport à l'économie politique, on va avoir dans le domaine des sciences humaines une sociologie. Et par rapport à la philologie, on va avoir dans le domaine des sciences humaines une étude des littératures et des mythes. Et les sciences humaines, elles vont être une menace dans la mesure où elles vont conduire ces domaines plus rigoureux, apparemment plus rigoureux, à des incertitudes, disons. Mais Foucault, il dit que les sciences humaines, elles ne manquent pas de rigueur ou d'exactitude par rapport aux sciences empiriques, parce que les sciences humaines sont tout simplement comme des sciences du redoublement par rapport aux sciences empiriques. Mais à la différence des sciences empiriques, les sciences humaines, elles ne visent pas l'établissement d'un discours formalisé, car son objet d'étude, qui est l'homme, est plutôt situé du côté de la finitude, de la relativité, de la perspective, dit Foucault, à la page 366. L'homme, pourtant, il n'est pas ce qui définit exactement la positivité des sciences humaines. L'homme est l'objet des sciences humaines, mais il ne définit pas exactement la positivité des sciences humaines dans l'ordre épistémique du XIXe siècle. Ce sont trois modèles, selon Foucault,
qui définit cette positivité des sciences humaines. D'abord, les modèles de formalisation à partir des mathématiques. Deuxièmement, le modèle d'image à partir de plusieurs domaines des savoirs en même temps, qui s'utilisent des métaphores organicistes, énergétiques, géométriques, etc., pour décrire les différents processus. Et troisièmement, le plus important, ce sont les modèles constituants de Foucault, dérivés des sciences humaines, à partir desquels les sciences humaines obtiennent des objets pour un savoir possible liés à l'empiricité. Donc, à partir de la biologie, l'homme apparaît comme doué des fonctions organiques pour lesquelles il faut trouver des normes, et c'est ce qu'on va voir dans la psychologie. À partir de l'économie politique, l'homme apparaît comme doué de besoins et de désirs qui entraînent des conflits auxquels il faut trouver des règles correspondantes à chaque société par la sociologie, et ça par la sociologie, des règles qui limitent et qui défendent ces conflits. Et à partir de la philologie, l'homme apparaît comme doué d'un langage chargé de sens auquel il faut trouver dans chaque société, et ça par l'étude de la littérature et des mythes, dans chaque société, on va trouver le système de signes qui permet de comprendre ces sens-là de cette société, ces sens utilisés dans le langage d'une société déterminée. Ici, je dois faire une observation, c'est que ces surfaces de projection, disons, c'est l'expression même de Foucault, surfaces de projection, qui sont la biologie, l'économie politique et la philologie, surfaces de projection pour la science humaine, les sciences humaines comme sciences de redoublement, elles ne sont pas limitées à une seule science humaine dans chaque cas de chaque science empirique. Donc, par exemple, on trouve dans la psychologie fondamentalement une étude de l'homme en termes de fonctions et de normes, mais qu'on peut également interpréter de manière secondaire à partir des conflits et de significations, des règles et des systèmes. Donc, psychologie, sociologie et l'étude de la littérature et des mythes, ils se mélangent, ils se juxtaposent d'une certaine façon, ils ne sont pas tout à fait séparés. Et une dernière remarque que je veux faire sur les sciences humaines serait à propos du rôle que joue en elles la représentation, qui n'est pas cependant, dit Foucault, comprise comme conscience. La représentation, elle est, à ce moment-là, elle n'est pas la même représentation de l'époque classique. La représentation, elle n'est pas comprise comme conscience. Les normes des fonctions organiques existent dans un niveau inconscient. Les règles des conflits sociaux existent aussi dans un niveau inconscient. Et les systèmes de signification existent également dans un niveau inconscient. Donc, qu'est-ce que c'est que la représentation? Elle est la possibilité de ce couple-là, normes, fonctions, règles, conflits, système, signification, la possibilité de ces couples apparaître à la représentation pour qu'il ait connaissance de ces choses-là dans le domaine des sciences humaines. Donc, Foucault dit que la représentation est très importante pour les sciences humaines, mais non pas comme conscience immédiate, mais comme la possibilité de quelque chose d'inconscient, disons, quelque chose de caché, d'invisible, de venir à la surface, de surgir à la surface et se présenter à la représentation pour qu'il y ait connaissance de ces choses-là. Les sciences humaines, elles ne se définissent pas exactement par l'homme comme son objet d'étude, mais par les normes, les règles et les systèmes qui existent dans un niveau inconscient et sont présentés à la conscience par la représentation.
Foucault soutient encore que les sciences humaines ne sont pas exactement des sciences, parce que ce qui les rend possibles est son voisinage avec les sciences empiriques. C'est pour ça qu'on dit que les sciences humaines sont des sciences parce qu'elles sont très voisines des sciences empiriques. Ce qu'on voit dans la relation entre les sciences humaines et les sciences proprement dites, c'est le transfert de modèles extérieurs de la biologie, de l'économie politique, de la philologie, de la linguistique, dans la dimension de l'inconscient et de la conscience, et le reflux, dit Foucault, de la réflexion critique vers le lieu même d'où viennent ces modèles. C'est pourquoi qu'on appelle donc les sciences humaines des sciences, bien qu'elles ne soient pas ni des sciences proprement dites, ni des fausses sciences. Bon, je passe maintenant au deuxième thème du chapitre 10, qui est celui-là de l'histoire. On peut même caractériser l'épistème moderne comme l'épistème de l'histoire. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, l'histoire était faite d'une façon bien uniforme, comprenant à la fois la vie humaine et les choses non humaines. Donc, par exemple, Aldrovandi avec le serpent, duquel j'ai parlé dans la première partie. Aldrovandi, quand il faisait l'histoire du serpent, il considérait non seulement le serpent à lui-même, mais beaucoup de choses, plusieurs choses rapportées au serpent. Mais à partir du XIXe siècle, chaque chose acquiert une historicité propre. Donc la nature, les moyens de production, le langage, la vie, l'homme, d'une façon bien spécifique. Et l'une des manières de concevoir l'historicité humaine était à partir de la relation entre l'homme et son travail, sa vie et son langage, c'est-à-dire l'homme comme être travaillant, vivant et parlant. Donc, c'est une histoire maintenant qui relève de la psychologie, qui relève de la sociologie ou des sciences du langage, comme dit Foucault, de la page 382. Mais à cause du mouvement de l'histoire et de l'historicité même de l'homme, tous les contenus des sciences humaines apparaissent comme instables. Donc, on a parlé aussi tout à l'heure sur cette menace qui représente les sciences humaines par rapport à d'autres domaines, par rapport à ces dimensions, ces trois dimensions qui peuvent avoir une rigueur plus grande. Plus universelle l'histoire essaie d'être, en se détournant de la relativité, plus elle révèle sa propre historicité. Et inversement, plus l'histoire affirme sa relativité, plus elle s'enfonce, dit Foucault, dans le mouvement qui lui est commun, c'est-à-dire qui lui est universel, avec ce qu'elle raconte. Donc c'est comme un savoir paradoxal de l'histoire qui est illustré par le travail archéologique de Foucault lui-même, parce que c'est un travail qui présente des connaissances qui sont situées historiquement, mais qui n'ont pas une universalité. C'est en même temps une universalité et une non-universalité. C'est en même temps une universalité et une relativité, parce que si l'histoire elle est partout, si elle comprend tous les processus, la compréhension même historique des processus, elle est située historiquement, elle a son historicité. Donc c'est un savoir paradoxal, celui de l'histoire, parce qu'on n'a pas une relativité absolue, ni non plus une universalité absolue, mais la juxtaposition entre les deux choses. La grande différence
qu'on peut établir entre l'historicisme et l'analytique de la finitude, qui est enfin notre thème important ici pour comprendre l'histoire à partir de cette épistémologie moderne, c'est que l'historicisme, il fait la liaison critique entre l'histoire et les sciences humaines, qui reconnaît la situation d'un être lié aux lois d'une perspective définie par une vie, une société, un langage qui ont une histoire, avec des totalités partielles dont les frontières peuvent être modifiées, tandis que l'analytique de la finitude est liée à l'affirmation d'un fondement aux positivités, au savoir en général, qui les rend toutes possibles. Il s'agit donc, dans le cas de l'analytique de la finitude, d'une totalité absolue, effectivement, située au fondement des choses et liée à l'homme dans son rapport avec l'être de la finitude. C'est qu'on retrouve la limitation humaniste de l'analytique de la finitude, sur laquelle je parlais tout à l'heure aussi. Donc, ici, dans le cas de l'historicisme, on a cette relativité partielle qui permet cette situation un peu paradoxale du savoir historique. Dans l'analytique de la finitude, on a quelque chose de fondamental dans les positivités, pour les positivités, qui ne permet pas une relativité telle qu'on trouve dans l'historicisme. Et la figure de l'homme, bien sûr, a un rôle important à cela. Bon, troisièmement, je suis presque à la fin, c'est presque à la fin de ce chapitre-là. Le troisième thème de ce chapitre, c'est le thème des contre-sciences, comme Foucault appelle la psychanalyse, l'ethnologie et la linguistique. Ces trois domaines, selon Foucault, ils ne sont pas des sciences humaines, mais elles traversent le champ des sciences humaines par l'inconscient et par l'historicité. D'abord, la psychanalyse. La psychanalyse, elle maintient un rapport avec l'inconscient beaucoup plus profond que celui des sciences humaines, parce qu'elle pointe vers ce qui échappe à la représentation et qui, par conséquent, est inaccessible à toute connaissance théorique de l'homme, dit Foucault, à toute saisie continue en termes de signification, de conflit ou de fonction. Dans la psychanalyse, la figure de la mort apparaît au fond de la vie, avec ses fonctions et ses normes. Le désir apparaît au fond du travail, avec ses conflits et ses règles. Et la loi apparaît au fond du langage, avec ses significations et ses systèmes. Donc, mort, désir et langage ne peuvent pas être compris par le moyen de la représentation, ni dans l'espace du savoir empirique sur l'homme, mais plutôt comme les formes mêmes de la finitude. Ces formes, ces figures de la finitude, mort, désir et loi, elles donnent les conditions pour tout savoir sur l'homme et ses doubles. La mort, c'est la figure du redoublement empirico-transcendantal. Le désir, c'est la figure de l'impensé au cœur de la pensée. Et la loi, c'est la figure d'une origine plus lointaine qu'elle-même, où toute chose prend sa signification. On voit ici une proximité de Foucault par rapport à ces thèmes-là et par rapport à Lacan, en fait, parce que chez Lacan, on a une importance très grande de ce thème de la pulsion des morts, du désir comme manque, désir comme manque d'un objet perdu et d'un langage qui s'articule avec une loi, tous des thèmes propres à Lacan, qui a été aussi considéré un structuraliste à côté de Lévi-Strauss, de Barthes, de Foucault lui-même.
Il y a même un dessin humoristique de l'époque, très fameuse, qui situe Foucault avec Lacan, Barthes et Lévi-Strauss. Ces penseurs-là, assis dans une jungle, en discutant des problèmes philosophiques. Et on va voir plus loin, encore dans ce chapitre, comment Foucault s'approche aussi de Lévi-Strauss quand il parle de l'ethnologie. Donc il a une proximité par rapport au structuralisme, sur laquelle je parlais dans l'introduction, mais quand même à partir des années 67, 68, il va essayer de se détacher de ce courant-là de pensée. Bon, l'important, c'est que la psychanalyse, elle ne peut pas se présenter comme une pure connaissance spéculative, comme une théorie générale de l'homme, ni une anthropologie, parce qu'elle ne peut pas indiquer quelque chose de fondamental qui se trouve au-delà de la représentation, c'est-à-dire dans un niveau purement inconscient, dans la forme d'une science empirique bâtie à partir d'observations soigneuses. Le savoir psychanalytique va impliquer un voisinage constant avec la mort, l'objet perdu d'un désir et un langage qui s'articule avec une loi. Et de la même façon que la psychanalyse se rapporte à l'inconscient, dont on voit surgir une animation critique, dit Foucault, une animation critique inquiète les sciences humaines, l'ethnologie va se rapporter à l'historicité, d'où on voit surgir des contestations aux sciences humaines à partir de sa propre historicité. On voit ici comment l'ethnologie va être plus proche de l'historicisme et la psychanalyse plus proche d'une analytique de la finitude. Bon, sur l'ethnologie, quelqu'un pouvait dire que l'ethnologie, elle travaille avec des cultures sans histoire, qui seraient les cultures dites primitives, sans écriture, sans registres historiques. Mais selon Foucault, le travail ethnologique est possible seulement à travers l'histoire européenne, ce qui est une position bien problématique de Foucault. Mais je me limite ici de présenter ce qu'il parle sur l'ethnologie. Donc, ce travail ethnologique est possible seulement à travers l'histoire européenne, dans sa relation avec toute autre histoire et toute autre culture. Il ne s'agit pas, encore selon Foucault, d'une nécessité colonisatrice de l'ethnologie, mais du fait qu'elle ne prend ses dimensions propres que dans la souveraineté historique, toujours retenue mais toujours actuelle, de la pensée européenne et du rapport qui peut l'affronter à toutes les autres cultures comme elle-même. Ça, il dit à la page 388. Bon, différemment des sciences humaines qui renvoient les contenus empiriques à la positivité historique du sujet qui les perçoit, c'est-à-dire de l'homme en tant que sujet historique, l'ethnologie, en revanche, elle étudie dans chaque culture ses normes de vie, ses règles économiques et ses systèmes linguistiques. Donc, ni la psychanalyse, ni l'ethnologie ne sont pas des sciences humaines. Elles ont ces distinctions par rapport aux sciences humaines. Et aussi, enfin, une autre chose de commun entre psychanalyse et ethnologie, c'est qu'elles ne s'interrogent pas sur l'homme lui-même, ni sur la nature humaine, mais sur la religion, dit Foucault, qui rend possible en général un savoir sur l'homme. Elles ont une grande parenté et une grande symétrie, dit Foucault, dans la mesure où elles reflètent dans son discours
tout l'a priori historique que soutient les sciences humaines, c'est-à-dire tout ce qui rend possible le savoir sur l'homme. La psychanalyse et l'ethnologie, elles ne sont pas des sciences humaines, mais elles parcourent tous les domaines des sciences humaines, et les sciences humaines ne passent pas sans tenir compte de découvertes aussi bien de la psychanalyse et de l'ethnologie. En tout cas, bien qu'elles aient une amplitude un peu universelle, parce qu'elles traversent tous ces domaines des sciences humaines, psychanalyse et ethnologie ne se rapprochent jamais d'un concept général de l'homme, d'une compréhension universelle de l'homme, parce qu'elles essaient justement toujours de le comprendre à partir de son extériorité ou de ses limites extérieures. Foucault, ici, il cite explicitement Lévi-Strauss pour illustrer ce refus de l'ethnologie à constituer un concept général de l'homme. Lévi-Strauss, selon Foucault, est un bon exemple de comment l'ethnologie sert à dissoudre l'homme. En ce sens-là, Foucault dit que la psychanalyse et l'ethnologie ne sont pas des sciences humaines, mais des contre-sciences. C'est là qu'apparaît l'expression. Et ça, c'est bien proche, en fait, de ce que Foucault va dire dans les années 70, spécifiquement dans son cours des 76, Il faut défendre la société, où il va caractériser les généalogies comme des anti-sciences, bien qu'une interprétation bien différente par rapport à la psychanalyse. Dans le contexte généalogique, Foucault parle contre la psychanalyse, tandis qu'ici, dans Les mots et les choses, il parle d'une manière plus positive de la psychanalyse. Les généalogies, dit Foucault dans ce cours de 76, elles sont des anti-sciences parce qu'elles refusent la hiérarchisation et l'assujettissement des savoirs, c'est-à-dire la centralisation des savoirs autour d'une instance qui serait la science. Et la psychanalyse, ainsi que le marxisme, elles ne sont pas des sciences, mais ils veulent être des sciences, et on doit se demander pourquoi ils veulent être des sciences. Quel type de savoir et quel sujet d'expérience on veut disqualifier en affirmant la scientificité de son propre discours. Le marxisme ou la psychanalyse ne veulent pas acquérir un statut scientifique à cause d'une structuration plus adéquate, plus logique, plus rationnelle des propositions, mais à cause des effets de pouvoir que l'Occident a attribués au discours scientifique depuis le Moyen-Âge. Donc ça, c'est une analyse généalogique que Foucault fait contre la psychanalyse, contre le marxisme, dans son intention de devenir une science. Ce devenir science il ne se constitue pas d'une intention d'avoir une rationalité plus grande, de jouer avec les connaissances d'une manière plus rigoureuse, etc. Cette intention d'être une science, selon Foucault, part d'une constatation historique attribue au statut scientifique un pouvoir, des effets de pouvoir. Mais je dois dire à nouveau que dans le contexte Les mots et les choses, Foucault il ne parle pas sur cela à propos de la psychanalyse, il parle de la psychanalyse de manière un peu plus positive. Troisièmement, enfin, la linguistique, c'est la troisième contre-science. La linguistique, selon Foucault, elle recouvre une dimension importante aussi bien pour la psychanalyse que pour l'ethnologie, qui a la dimension d'une théorie pure du langage, valable également pour les domaines de positivité qui dépassent les limites des sciences humaines, c'est dans le cas de l'ethnologie, plus proche de l'historicisme, et une théorie aussi valable pour ceux qui pointent vers la finitude qui fonde les savoirs sur l'homme, dans le cas de la psychanalyse, qui est plus proche donc de l'analytique de la finitude. Et dans la mesure où la linguistique parcourt
anime et inquiète tous les champs constitués par les sciences humaines, parce qu'elle est intimement liée à la psychanalyse et l'ethnologie, dont les découvertes ne sont pas ignorées par les sciences humaines. La linguistique est en même temps sa contestation la plus générale, la contestation plus générale des sciences humaines, à cause de ce dépassement justement des limites des sciences humaines et à cause de cette finitude du savoir sur l'homme. Bon, je ferme ici l'exposition de ces trois thèmes principaux du chapitre 10. Donc le premier, c'est le thème du statut des sciences humaines. Le deuxième, c'est le thème de l'importance de l'histoire. Et troisièmement, ce thème-là des contre-sciences. Et je veux maintenant faire une conclusion générale, un peu pour ce chapitre, pour cette partie-là, pour le livre. C'est que tous ces thèmes-là pointent vers la mort de l'homme, cette figure qui limite notre connaissance et notre réflexion. Les sciences humaines, elles ont une archéologie qui montre la naissance et la place de l'homme. C'est l'intention même de Foucault de présenter cette archéologie des sciences humaines qui permet cette figure de l'homme, et dans une certaine mesure. Et cette archéologie, elle montre aussi les discontinuités des savoirs occidentaux selon ces différentes conditions de possibilité. Je crois qu'on trouve là le grand mérite de Foucault par rapport à ses livres. Enfin, c'est cette analyse discontinuiste des savoirs. Donc on doit se rappeler que Foucault, il parle de la Renaissance, de l'épistémène de la Renaissance, où la ressemblance a la plus grande importance. La ressemblance comme ce qui lie les choses les unes avec les autres. On a à l'âge classique, 17e, 18e siècle, une épistémée de la représentation qui crée un espace visible et bien ordonné où va se déployer tous les savoirs. Et on a enfin, à la modernité, une épistémée de l'histoire et de la finitude, on peut dire, qui pointe vers les conditions invisibles de tout savoir et vers l'impossibilité d'une connaissance parfaite et absolue. Bon, je dois dire que j'ai laissé de côté plusieurs thèmes que j'ai trouvés moins importants pour la compréhension de livre, mais aussi pour ma propre recherche. Et je suis certain qu'il y a des thèmes qui peuvent être plus importants pour vous, pour votre recherche. Mon intention ici n'était pas exactement de faire une lecture de les mots et les choses, mais peut-être plus une écriture même sur les mots et les choses, parce que il ne s'agit pas pour moi de faire une lecture exégétique, une lecture dogmatique de les mots et les choses, mais un usage de ce texte dans un sens productif, un sens que Foucault même voulait pour son texte, pour son œuvre. Et s'il y a quelque chose comme la rigueur pour lire le texte, parce que moi-même j'essaie de présenter ce livre-là d'une façon rigoureuse, s'il y a quelque chose comme la rigueur pour lire un texte, elle ne serait pas pour moi la découverte d'une vérité déposée dans le texte, mais plutôt l'identification dans ce texte de quelque chose qui peut produire de nombreux effets et servir à plusieurs types de réflexions qui étaient peut-être qui étaient dans la tête de l'auteur lorsqu'il écrivait son texte d'une manière également productive par rapport au texte que lui-même, l'auteur, a lu auparavant pour produire enfin sa philosophie. Bon, c'est fini, c'est tout. J'espère que cette exposition, cette vidéo va vous aider dans votre cheminement
dans votre démarche avec les mots et les choses. Merci beaucoup.